Et à 8h moins, presque à 9h moins 10 dans les grands débats du matin, avant de retrouver nos éditorialistes Alexis Poulain et Elisabeth Lévy, comme tous les mercredis matins, c'est donc le comparateur des programmes. On va parler de la fonction publique avec Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP, Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques, et auteur du livre Le vrai état de la France aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Agnès. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors nous allons revenir sur le sujet des dépenses de personnel public, parce qu'il revient sur le devant de la scène avec l'annonce de la revalorisation hier du point d'indice des 3 fonctions publiques. Oui, Patrick, il est clair que là, on rentre dans les promesses tous azimuts pour les agents publics, les promesses d'embauche, les milliards volent, alors que clairement, les caisses publiques sont vides. Et puis, il y a clairement 3 camps de candidats qui se dessinent. Alors, ceux qui veulent vraiment augmenter massivement les effectifs, ceux qui proposent des embauches ciblées, et puis il y en a une seule qui propose de réduire les effectifs. Alors, quelles sont les propositions et les candidats dans chaque camp, du coup ? Dans le camp des augmentations tous azimuts, on trouve Fabien Roussel qui veut embaucher 500 000 agents, revaloriser les salaires. Au total, ça ferait 78 milliards d'euros. Jean-Luc Mélenchon, lui, c'est carrément 1 million d'agents. Et puis, une revalorisation aussi des salaires. Alors, ça coûterait 75 milliards d'euros aussi de plus par an. Yannick Jadot, lui, c'est 228 000 agents, une revalorisation des salaires, donc 20 milliards d'euros par an. Et puis, pour les embauches ciblées, c'est Anne Hidalgo, mais elle ne dit pas où elle veut embaucher exactement, ni pour combien. Marine Le Pen avec 21 000 agents, c'est un peu moins d'1 milliard. Et puis Éric Zemmour, 97 000 agents, ça coûterait environ 4 milliards d'euros par an. Donc il y a énormément de candidats qui proposent d'embaucher, même Dupont-Aignan et Poutou proposent aussi de recruter. Oui, mais on dirait que tous les candidats veulent recruter alors des agents. Oui, c'est très différent des précédentes campagnes présidentielles. On a l'impression qu'il n'y a pas de limite dans la dépense publique. La seule à vouloir réduire les effectifs est Valérie Pécresse. Elle propose la suppression de 200 000 postes et puis de l'autre côté le recrutement de 50 000 agents dans des secteurs prioritaires de la sécurité par exemple. Donc au total, ça ferait 150 000 suppressions et une baisse de la dépense de personnel de 9 milliards d'euros par an. Alors l'inconnu à ce stade, c'est que va proposer Emmanuel Macron. On se souvient qu'il avait proposé en 2017 la suppression de 120 000 postes, mais que cette suppression, en fait, elle n'a pas eu lieu. Au contraire, on a augmenté énormément les dépenses de personnel depuis 2017, avec plus de 20 milliards d'euros d'augmentation. On a atteint 316 milliards d'euros de dépenses de personnel en France, ce qui est gigantesque. On a déjà 5,6 millions d'agents. Et donc on a des augmentations déjà très importantes de personnel ces dernières années, et il faut rappeler quand même que la France a 1 million d'agents en plus par rapport aux autres pays de la zone euro. Donc on a l'impression qu'on est complètement hors sol par rapport à la situation actuelle de notre pays et que les vannes sont complètement ouvertes. Est-ce que la tendance à l'étranger, c'est justement chez nos voisins européens, c'est au contraire de diminuer ces effectifs de la fonction publique ou de les augmenter, en un mot ? En réalité, c'est très différent ailleurs. Il y a beaucoup moins d'agents publics, donc 1 million en moyenne en moins. Ouais. Pourquoi ? Parce que on embauche plutôt des contractuels et pas des statutaires, et qu'il y a une agenciarisation qui s'est faite, c'est-à-dire qu'on embauche dans des agences avec des contrats de droit privé, avec des délégations de services publics. Donc on en est encore loin, avec de la régionalisation. Tout ça, ça peut être aussi du débat pour la campagne 2022, mais on ne sait pas encore ce que va proposer le président de la République, et je pense que toutes ces questions-là vont être dans le chapitre aussi décentralisation. Oui. Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP, et je rappelle votre livre, Le vrai état de la France, qui est aux éditions de l'Observatoire, et aussi c'est un bon moyen de s'informer aussi avant d'aller voter. Merci Agnès, comme chaque mercredi.
Allez, 8h52, c'est l'heure de nos grands débats du matin. On retrouve nos éditorialistes Alexis Poulain et Elisabeth Lévy. Oui, et les auditeurs aussi qui peuvent réagir sur l'actualité. Elisabeth et Alexis, là on parle en fait des fonctionnaires avec cette annonce en fait hier. Il y a cette proposition de ce matin aussi de Gérald Darmanin d'autonomie en fait de la Corse. Alors sous condition, on a l'impression que là on est dans le temps un peu des promesses quoi. À tout va. Elisabeth, oui. Alors, bon, d'accord, si vous voulez distribuer l'argent avant les élections, c'est peut-être une classique. Mais sur la Corse, là, ça devient assez grave quand même. Oui. Vous avez des émeutes et c'est quand même une décision grave. Si vous voulez, cette question de l'autonomie, ça fait des années que c'est en discussion. Il y a une grande partie des Corses, d'ailleurs, qui n'en veulent pas particulièrement. Mais quoi qu'il en soit, je ne dis pas qu'on ne doit pas en discuter, mais en discuter de cette façon, ça veut dire que pour être élu, Emmanuel Macron est prêt à tout, en gros. Qu'il est prêt à brader, comme l'a dit Bruno Retailleau, l'unité du pays. C'est pas là, on touche à quelque chose du dur, si vous voulez. On n'est plus dans la musette consistant à distribuer l'argent des Français avant les élections, ce que tout le monde fait un peu, bien qu'Emmanuel Macron le fasse avec la ficelle est très très grosse. Mais là, je trouve qu'on rentre dans quelque chose qui me semble beaucoup plus grave et je suis assez effaré de découvrir ça. Oui, Alexis Poulain. Surtout que, juste un dernier mot, ça fait 5 ans qu'on pleure tous, qu'on se désole de l'absence d'autorité de l'État. Mais quelle autorité aura cet État demain ? Alexis. Mais c'est vrai que ça a été quand même le quinquennat d'un déficit démocratique énorme où finalement il suffit d'être dans la rue. Alors soit on a eu droit au grand débat pour enterrer les manifestations des Gilets jaunes, on a eu une certaine violence, mais là on voit qu'en Corse, certes les CRS sont appelés à la rescousse parce qu'il y avait un manque aussi de moyens, il faut le dire, lors des émeutes à Bastia et les différentes émeutes qu'il y a eu dans les villes corses, la police n'avait pas les moyens de riposter. Donc finalement on va céder parce qu'on est en période électorale. Donc c'est le moment ou jamais de descendre dans la rue, j'ai envie de dire, si vous voulez la retraite à 60 ans, si vous voulez l'autonomie des territoires, l'indépendance de la Bretagne, que sais-je encore, c'est peut-être le moment ou jamais. Emmanuel Macron est prêt à faire tous les cadeaux possibles pour sa réélection. C'est vrai que je plaisante, mais c'est grave parce que il est garant des institutions, aussi l'unité nationale. Or, depuis 5 ans, on voit que c'est quand même globalement la désunion, la haine, la difficulté de faire un pays avec l'explosion de l'inflation pour finir en beauté et des promesses qui n'engagent que lui, parce que même sur les promesses de la sécurité, les 15 milliards promis à la police, c'est encore des projections pour dans bien des années. La réalité du terrain pour les policiers, elle est tout autre. Ils ne voient pas les moyens arriver, et loin de là. Donc c'est des promesses électoralistes. Et le point d'indice, alors là on touche au sublime avec Amélie de Montchalin, qui il y a un an de ça, même pas quelques mois, quelques mois, totalement stupide. Oui. Il y a un mois, Alexis. Il y a un mois, et au micro de Sud Radio. C'était au micro de Sud Radio. Il y a un mois. On a les preuves. Oui, on l'a rediffusé hier. Non, surtout pas, c'est électoraliste. Et puis là, non, c'est normal, c'est l'inflation. Emmanuel Macron prend les Français pour des idiots. Les jambons. Les jambons. Des jambons, des lapins de 4 semaines, je sais pas, mais ça se voit là. Oui, puis c'est l'avis de nos auditeurs, parce que à notre sondage Twitter, 68% effectivement nos auditeurs pensent aussi que ce sont des annonces électoralistes avec beaucoup de commentaires. Si le Fond 67 qui nous dit en ce moment le gouvernement Macron est prêt à nous donner la lune, mais attention, cela ne se réalisera qu'après les élections. Ils nous prennent pour des jambons, Elisabeth, les jambons. Allez, tiens, on a au standard 06 27. Oui, alors là on est un petit peu en retard. C'est Gilles qui est avec nous. Gilles. Oui, allô ? Oui, bonjour Gilles. Alors, on est un petit peu en retard, mais on vous prend votre réaction. Vous vouliez réagir dans l'actualité sur quoi ? Justement sur ces promesses électoralistes ou pas ? Non, moi c'était plutôt sur les réfugiés ukrainiens en fait. Sur les réfugiés ukrainiens, oui. Alors en un mot, quel est votre sentiment ? On entendait Bruno Retailleau tout à l'heure qui disait il faut bien s'organiser par rapport en fait à ça, mais il faut quand même sur ces réfugiés, il faut penser à du temporaire, quoi, en fait. Mais en fait oui, mais en fait moi c'était plus par rapport au fait que ce qui me mettait mal à l'aise. Enfin, comment dire, je suis pour le fait que faut les accueillir. qu'on les accueille, bien sûr, ça va de soi. Mais ce qui me met mal à l'aise, c'est la différence de traitement entre réfugiés en fait, parce qu'on n'a pas vu toute cette mobilisation, toute cette sensibilisation médiatique lorsqu'il s'agissait des réfugiés afghans, des réfugiés syriens, et c'est comme s'il y avait ce traitement
privilégié, de faveur ou un statut spécial a été mis en place pour eux. Et ça me met mal à l'aise. Ouais. Vous pouvez continuer de réagir à ce que vient de dire Gilles sur les réfugiés. Est-ce qu'il y a deux types de réfugiés, bien sûr, comme vous venez de dire. Sur la Corse, sur les fonctionnaires également, est-ce que ce sont des mesures ou des annonces, bien plus que des mesures d'ailleurs, électoralistes. Et puis aussi, tout à l'heure, sur la déclaration de Gérard Larcher. Il a dit que Emmanuel Macron enjambait la présidentielle et que derrière, il pouvait y avoir une question de légitimité s'il était réélu. C'est ce qu'a dit le président du Sénat. C'est important en fait, parce que c'est pas n'importe qui, c'est le président du Sénat. Éric Revel nous dira tout dans un instant et vous pourrez réagir bien sûr. Sud Radio, il est 8h58 et tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. Sud Radio présidentielle 2022. Avec Revel en campagne, avec Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Éric. Bonjour Laurence, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors s'il n'y a pas de campagne, la question de la légitimité du gagnant se posera. C'est en ces mots que le président du Sénat, Gérard Larcher, a averti dans un entretien au Figaro. Et des propos, des déclarations qui font beaucoup de bruit, on l'a déjà dit ce matin, Éric. Oui, beaucoup de bruit, des propos jugés irresponsables par Julien de Normandie, qui est le ministre de l'Agriculture, mais qui est surtout un des hommes clés de la campagne d'Emmanuel Macron. Marlène Schiappa, de son côté, a estimé, dans la même veine, qu'on n'était pas privé, je cite, de campagne électorale. Mais bon, une campagne sans débat, c'est un peu bizarre. Et d'ailleurs, demain, le président, candidat, dans une conférence de presse de 3 heures, va, vous le savez, dévoiler intégralement son projet pour l'élection présidentielle. Mais de débat sur son bilan, sur son projet et surtout sur la guerre en Ukraine, il n'y en aura pas. Je parle de débat entre candidats, entre ceux qui représentent la démocratie française, et pas de débat entre des journalistes et des candidats. Oui, c'est ça. Mais alors, des débats avant le second tour, il n'y en a jamais eu. Oui. Alors, pourquoi, en tant que tel, des débats, parce que c'est vrai qu'il y avait des confrontations, mais pourquoi vouloir qu'Emmanuel Macron s'y plie finalement, si je pose cette question sous forme de provocation? Oui, on l'a souvent dit, mais parce que le contexte, Patrick, est bien différent à mon sens. La guerre en Ukraine, par exemple, n'a pas donné lieu à un débat à l'Assemblée nationale. Elle donne lieu à des mises en scène du chef de l'État à l'Élysée, mais elle ne donne pas lieu à des débats, par exemple, à l'Assemblée nationale. Or, ce contexte, hors du commun, celui de la guerre, aurait dû, au nom de la démocratie, bouleverser les règles médiatiques établies. Le débat aurait été une soupape pour échapper la vapeur d'une société française, ne l'oubliez pas, qui est sous tension, et on en parle tous les jours sur Sud Radio. En vérité, la réélection d'Emmanuel Macron, que nous promettent tous les sondeurs, ne souffrira pas de questions, à mon sens, pour reprendre les propos de Gérard Larcher, de légitimité, dès lors que le scrutin se déroulera normalement. Il n'y a pas de raison de penser le contraire. Non, cette réélection, si elle intervient, pose en réalité une question de société et de pratique de notre démocratie. Parce que Emmanuel Macron, on le dit souvent, enjambe constamment la présidentielle. Il se comporte déjà comme s'il avait de nouveau signé un bail de 5 ans avec les Français. Ce n'est pas sain pour l'exercice de la démocratie française, surtout dans un pays comme le nôtre qui est fracturé socialement et qui se communautarise. Oui. Alors, est-ce que le renoncement annoncé de Jean Lassalle, réel ou mis en scène, on l'a entendu hier, pose une question également d'ordre démocratique ? Moi je trouve, oui, Jean Lassalle, qui était à votre micro hier, menace donc de se retirer, car malgré ses 500 parrainages, si vous voulez, les 500 parrainages de Jean Lassalle, ils n'ont pas moins de valeur que ceux d'Emmanuel Macron, de Zemmour ou de Marine Le Pen. Et bien malgré ces 500 parrainages, il se dit, à raison à mon sens, exclu des grands débats et autres grands shows médiatiques. Oui, c'est un autre exemple de notre démocratie malade. Exclure des candidats qui seraient de seconde zone au profit de grands candidats entre guillemets, eh bien oui, torpille notre système démocratique. Et puis attendez, exclure dans une société qui n'a que le mot d'inclusion à la bouche ne manque pas de sel en ce moment. Alors Jean Lassalle, oui, s'est taillé sur mesure un sacré buzz de notoriété depuis hier en menaçant de renoncer à la course présidentielle. Peut-être une com de génie, pourquoi pas, de la part du député pyrénéen. Mais à mon sens, cela traduit un malaise démocratique généralisé. Comme d'ailleurs cette annonce de Gérald Darmanin sur la discussion possible concernant l'autonomie de la Corse, qui est la Corse dans une situation difficile. La rue flambe. Tout cela traduit un malaise démocratique généralisé à mon sens. Et ensuite, certains s'étonneront au niveau de l'abstention, qu'elle continue cette abstention de gagner du terrain. La démocratie doit donner envie pour être honorée.
Et puis dans notre débat, vous continuez bien sûr à voter sur cette question-là sur Twitter. Voilà ce que vous pensez de ces propos de Gérard Larcher sur cette légitimité de Macron en cas de réélection sans campagne. Nos auditeurs sont également d'accord avec Larcher à 68%, avec ce message notamment de Parfum Scandale qui nous écrit « La majorité des médias s'appuie sur des sondages pour nous dire que la présidentielle est déjà faite. Les mêmes encensent Macron qui a ni programme ni bilan. À quoi bon aller voter à cette élection Potemkin ?» Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de messages qui vont dans ce sens en disant les médias sont les vendus du diable, etc. Bon, alors c'est vrai qu'avec les sondages, parfois, est-ce que vous pensez que ça peut orienter les votes Elisabeth Lévy, Alexis Poulain? Oui, c'est quand même les sondages, pas nos petits sondages Sud Radio, hein, mais les sondages en général, quoi. Les sondages, justement, j'y pensais pendant le journal, je me disais, mais supposons que les sondages se trompent, Bruno Retailleau en a trompé, ils auraient quand même sacrément influencé l'élection, parce que ça peut démobiliser en fait beaucoup de gens qui se disent bah, de toute façon c'est déjà fait. Donc oui, il y a un véritable problème avec les sondages, avec cette élection dont on nous dit que ça y est, elle est déjà jouée d'avance. Moi je crois qu'il faut rappeler aux gens qui disent qu'ils ne vont pas aller voter que c'est eux qui décident. Ce sont les électeurs qui décident. Alors je ne sais pas s'il y a, à part 2002, mais qui ne portait pas en fait sur un tel écart. Je ne sais pas si on a déjà eu, si vous voulez, vraiment un échec magistral des sondages avec un tel écart. Hein. Je ne sais pas si ça s'est déjà produit, je ne crois pas. Alexis Poulain. On a eu les régionales avec le score du Rassemblement national qui n'était pas du tout raccord. Donc les erreurs sondagières sont légion, hein, il y en a beaucoup. Ça donne une tendance, ça ne donne pas les résultats. Ouais. Ça permet de voir qui est devant, qui est en hausse, qui est en perte de vitesse. On peut dire ça, mais c'est vrai que ça pose question. Le fait qu'il y en ait autant, je ne sais pas s'il n'y en a jamais eu autant, systématiquement pour tout et rien. Alors il y a à la fois les sondages officiels des instituts et il faudrait savoir à chaque fois qui demande ces sondages, hein, qui paye pour ces sondages, c'est important. Et puis maintenant il y a tous les sondages sur les réseaux sociaux, etc., qui eux sont biaisés puisque en fonction de la communauté, on va avoir un résultat qui n'a rien à voir avec une représentation de la population française. Mais ce qui est vrai, c'est que derrière, ça peut d'une certaine façon favoriser l'abstention en disant bon bah il a déjà gagné ou mon candidat, ça sert plus à rien, etc. On voit aussi que ça influence les émissions. TF1 qui donne du temps de parole lundi aux candidats en fonction de leur position dans les sondages, ça c'est quand même assez grave. Pas seulement, Madame Hidalgo. Pas seulement, Alexis. C'est en fonction des critères. Il faut le rappeler quand même, c'est en fonction des critères qui sont définis par l'Arcom, l'ex-CSA, et selon en fait des lois qui ont été votées. Et là, ces critères, c'est en fonction évidemment des sondages, bien sûr du moment, mais pas seulement. C'est la force politique représentative dans les différentes assemblées. En l'occurrence, par exemple, le Parti socialiste. Oui, certes, il est à 2% dans les sondages, mais c'est parce qu'il a aussi des représentants et il faut tenir compte des résultats aux élections précédentes. Donc c'est un cocktail. Non mais il faut le dire en fait. Il faut être honnête. Hein, il faut tout dire en fait. C'est important. Ouais. Mais ça reste quand même que sur l'offre démocratique, elle est assez limitée. On a des candidats qu'on n'entend pas le reste de l'année, sauf lors des présidentielles. Je pense à Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, etc. Nicolas Dupont-Aignan aussi, qui là a eu du mal à avoir ses 600 signatures. Puis il y a ceux qui n'ont pas eu les 600 signatures, les 500, pardon. Et donc on arrive avec un système qui enferme le vote. Et je comprends les abstentionnistes qui se disent bah, finalement, j'ai pas vraiment le choix. Mon candidat n'a pas eu les signatures, ou bien il peut pas faire campagne. Le ras-le-bol de Jean Lassalle, par exemple, je pense qu'il fait écho à beaucoup de gens. Et puis ce que dit Gérard Larcher aussi, c'est nécessaire d'avoir un débat qui est plus long. Là, on a vraiment une campagne extrêmement ramassée, une égalité du temps de parole extrêmement courte, sur 2 semaines seulement, alors que Emmanuel Macron a monopolisé la parole pendant des mois, et il continue encore de le faire. Et il y a des candidats qui ont du mal à se faire entendre. Plus le fait que le Covid a empêché les grands meetings, enfin a rendu difficile une campagne classique. Donc on est vraiment dans une campagne hybride totalement différente de ce qu'il y a eu auparavant, et les sondages, je pense, ont encore plus de force en termes de création d'un ressenti, de démobilisation, et c'est pas forcément dans le bon sens. Oui, bah, que voulez-vous, aujourd'hui c'est la mode de l'hybride, hein, il y en a partout. Allez, dans un instant, on y revient avec Éric Revel, avec vous, Elisabeth Lévy, Alexis Poulain, notamment sur cette question dans l'actualité, et qu'évoquait très bien Éric Revel à l'instant. S'il n'y a pas de campagne, la question de la légitimité du gagnant se posera. C'est ce qu'a dit donc Gérard Larcher, le président du Sénat. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Et puis
par rapport au sondage, quelle est votre réaction, quelle est votre position? Et puis sur la Corse, si vous voulez en rajouter, est-ce que vous pensez que cette proposition de Gérald Darmanin, alors qu'il se rend 2 jours sur l'île pour éteindre l'incendie, il propose en fait donc un statut d'autonomie, alors sous condition évidemment, c'est électoraliste ou pas? Eh ben je vous attends, 0826 300 300. Et sur notre compte Twitter bien sûr. À tout de suite, Sud Radio, il est 9h15. Sud Radio. Sud Radio. Parlons. Le grand matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. Et avant de retrouver nos éditorialistes pour la suite des débats à 9h18, à noter que dans une dizaine de minutes, dans La Vérité en face, on va recevoir Malika Sorel. Elle est philosophe, essayiste. Elle a écrit cet essai « Les dindons de la farce », en finir avec la culpabilité coloniale. Car pour elle, vous le verrez, les dindons, c'est aussi bien les Français de souche que les immigrés assimilés. Et que la farce, c'est la fameuse farce de la culpabilité coloniale. Vous n'hésitez pas, bien sûr, à réagir tout à l'heure au 0826 300 300. C'est un essai particulièrement intéressant de Malika Sorel et pertinent, avec des questions tabous, vous verrez, qui sont abordées, notamment autour des femmes. Donc on verra ça tout à l'heure et vous pourrez réagir comme vous pouvez réagir sur nos sujets du matin avec Éric Revel, Alexis Poulain, Elisabeth Lévy qui vous écoutent avec attention, qui ont envie de dialoguer aussi avec vous et surtout qui veulent bien sûr réagir sur ce que l'on disait ce matin. Alors reprenons quand même la déclaration de Gérard Larcher qui est en boucle depuis hier. Est-ce que vous avez le sentiment, parce que il met un peu de l'huile sur le feu quand même, Éric Revel, non? En disant ça, il n'y aura pas la question de la légitimité d'Emmanuel Macron se posera si c'est Emmanuel Macron qui est réélu, s'il n'y a pas de débat. Non, vous ne trouvez pas? Ah, Éric, on ne vous entend pas. Moi, je vous entends très bien. Ah bah voilà, c'est dire. Oui. Éric, oui. Non, je vous entends très bien. Il a mesuré ses propos, Gérard Larcher, forcément. Bon, il soutient Valérie Pécresse, qui est pas très en forme, elle, dans les sondages, c'est le moins qu'on puisse dire. Il jette de l'huile sur le feu dans le sens où si Emmanuel Macron, ce que tous les sondeurs nous promettent, est réélu, ce genre de déclaration, quand même, de la part du deuxième personnage de l'État. Je rappelle qu'en cas de vacances du pouvoir à l'Élysée, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim de la présidence de la République. Donc, évidemment, ces propos ne peuvent pas passer inaperçus et ils sont quand même un peu dangereux parce que si Emmanuel Macron est réélu, ça donne l'impression qu'il attise les ressentiments politiques de gauche et de droite d'ailleurs qui auraient derrière tout ça. Mais je crois surtout que Gérard Larcher sur le fond est extrêmement déçu du score de Valérie Pécresse chez les Républicains et puis attendez, c'est pas fini. Nicolas Sarkozy pourrait dans les jours qui viennent, dit-on, on verra bon, rumeur n'est pas information, mais dit-on, pourrait apporter son soutien au candidat Emmanuel Macron. Très compliqué cette période pour les Républicains, mais en tout cas Gérard Larcher il assume ses propos. Il l'avait déjà, là c'est dans le Figaro, il l'avait déjà dit à un moment donné sur une autre radio que mais ce procès en illégitimité, il comporte des limites pour la démocratie. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure dans l'édito, c'est quoi cette campagne sans débat où tout est blasté par la crise, par la guerre en Ukraine. Ça laissera des traces, Patrick. Ça laissera des traces dans le corps électoral, mais aussi ça laissera des traces dans la société française. Alexis Poulain, Elisabeth Lévy et puis les auditeurs qui nous appellent 0826 300 300. Oui, Alexis. Oui, c'est sûr que il y a une sorte de sentiment de vol de débat, d'absence de temps présidentiel, enfin de campagne présidentielle et je pense que il y aura peut-être des surprises également au-delà des sondages, au-delà de ces candidats qui ont du mal à faire campagne. Il y aura peut-être au soir du premier tour une surprise parce que les Français seront mobilisés en silence en disant c'est pas grave, nous on a fait campagne et on va voter en notre âme et conscience pour le candidat qu'on supporte. Donc c'est assez étonnant de voir que on peut pas s'enfermer dans une sorte de réalité parallèle en disant que voilà ces sondages suffisent, que la stature présidentielle suffit à assurer une réélection. C'était pas le cas pour Nicolas Sarkozy, ça n'a pas été le cas pour François Hollande qui n'a pas pu se représenter. On se rappelle de la surprise bien sûr des années 2000 avec Jospin. Donc je pense que ça peut être une élection surprenante compte tenu de l'environnement actuel et du fait que la campagne n'a pas eu lieu. Oui, Elisabeth Lévy, d'un mot. Alors d'abord, il faudrait s'entendre sur ce qu'est le mot débat, parce que, si vous voulez, comme je crois que c'est Alexis tout à l'heure, maintenant un débat, c'est Emmanuel Macron qui nous fait un show devant 200 personnes, une question de 12 secondes et une réponse de 10 minutes. Donc c'est ça un débat maintenant. Moi, ce qui me manque, c'est pas tant
débat entre candidats qui n'a jamais vraiment existé avec un président sortant, qu'un véritable débat électoral. Cependant, je crois que la légitimité, elle vient de l'élection. Et il faut quand même que les électeurs se rendent compte que ce sont eux qui sont responsables de ce qui va se passer. Ça n'est pas les sondeurs, ça n'est pas les journalistes, c'est les électeurs qui votent. Donc, le président sera légitime. En revanche, ce qui pourrait se passer, si vous voulez, c'est que les gens votent un peu sous l'emprise de la peur, avec cet effet drapeau dont on a abondamment parlé, en se disant Emmanuel Macron va nous protéger d'une guerre nucléaire. À vrai dire, s'il y avait une guerre nucléaire, ce à quoi je ne crois pas du tout, je ne sais pas très bien ce qu'Emmanuel Macron pourrait y faire, mais passons. Et donc, en quelque sorte, qu'ils lui fassent payer leur propre leur propre docilité électorale. Ça, c'est pas complètement impossible. D'autant plus que, en dehors d'Emmanuel Macron et de qui que ce soit, vous savez bien que la légitimité des élus est très vite contestée dans notre pays aujourd'hui. Donc, 0800, oui, c'est vrai. 0826 300 300. Justement. Beaucoup au standard. On a Clémence qui nous appelle de Gironde. Bonjour Clémence. Bonjour Clémence. Bonjour à vous tous. Bonjour. Dans un premier temps, super contente de vous entendre et puis de pouvoir parler. Je voudrais saluer Madame Lévy, que j'apprécie beaucoup. Bonjour, que j'apprécie beaucoup dans son langage brut de pomme, comme je dis ici, quoi. Brut de pomme, j'aime beaucoup. Voilà, quoi. Lévy sans interdit, ça lui correspond bien. Merci Clémence. c'est ça. Bon, comment vous dire, moi je fais partie, comme on dit, du peuple. Oui. De ce que certains considèrent comme des gueux, quoi. Voilà, moi je suis une fille de la campagne, j'ai 56 ans et je vous avoue qu'aujourd'hui, quand je regarde l'état de la France, je suis pas très apeurée, c'est pas de la peur que j'ai, je suis dégoûtée. J'ai une gamine de 17 ans, bref, et ça fait très bizarre de voir dans quel état elle est et où on va. Par rapport aux élections, il serait bien que notre cher président arrête de faire sa série télévisée, parce que ça agace. Et non, mais c'est agaçant, quoi, avec ces fausses photos, ces faux trucs, comme s'il était en guerre. Et il est vrai que quand on écoute les gens, je travaille dans l'événementiel, donc je côtoie pas mal de gens. Les gens se disent, on va l'élire parce que c'est lui, comme disait Madame Lévy, c'est lui qui va nous sortir de la guerre nucléaire. Donc il joue de ça, je trouve ça horrible. Qu'il n'y ait pas de débat, c'est dérangeant. Parce que qu'on soit de droite, de gauche ou quoi que ce soit, je pense qu'il devrait y avoir un débat. On devrait avoir le droit d'entendre ce que les gens, ce que nos futurs peut-être présidents ont à nous dire. Et c'est quand même désolant de voir ce président qui s'enferme dans sa petite bulle de roi soleil, parce que moi je l'appelle monsieur 30%, le roi soleil, qui prend la place de tout, qui est partout. Les médias parlent de lui partout. Et je sais pas, on dirait un chef de guerre qui part à la bataille et qui ne s'occupe pas de la France. Oui, c'est vrai. Mais Clémence, les autres candidats, ce que je disais à Bruno Retailleau ce matin, ils ont aussi la possibilité et ils ont la parole, quoi. Ils peuvent s'exprimer dans les médias aujourd'hui. Et donc séduire, c'est à eux aussi de séduire, de convaincre, non? Vous ne croyez pas? Oui, mais je suis en partie d'accord avec vous, mais disons quand même qu'on a été étouffé d'abord par la crise du Covid. C'est vrai. Voilà, par la crise du Covid. Maintenant, c'est l'Ukraine. Alors, il n'a pas pu parce qu'il y avait l'Ukraine. Il ne peut pas parce qu'il y avait l'Ukraine. Et puis, on n'entend parler que de ça. Mais Clémence, pardon, est-ce que vous pensez aller voter ou pas? Ah oui, complètement. Ouais. Complètement. Ah oui, complètement, quoi, complètement. Je ne veux plus de ce que j'ai vécu. Après, chacun pense ce qu'il veut, quoi. Mais je regarde. Excusez-moi, mais celui qui dit que c'est faux, c'est pas possible. Faut avoir du caca dans les yeux pour pas regarder l'état de la France. Qu'est-ce qui vous fait le peur le plus, en fait, parce que vous avez dit, en regardant la France, parfois vous êtes un peu apeuré. Qu'est-ce qui vous effraie le plus, Clémence? Le plus, c'est que ma fille ne puisse pas vivre ce que j'ai vécu moi dans ma jeunesse. C'est-à-dire que voilà. Et puis l'insécurité. Il y a aussi l'islam. Il y a l'islam. Alors moi j'ai des amis, je vous le dis, j'ai des amis, ils sont en face de moi, ils habitent en face de chez moi. On est dans un lotissement. J'en ai plein qui ont déménagé, qui se sont mis alentour, je veux dire à la campagne, pour sortir de ce qu'on appelle le petit coin de campagne. Mais il faut voir. Enfin je sais pas, faut voir quoi. Faut voir ce qui se passe, Et eux-mêmes. Je parle de mes amis qui sont marocains et algériens qui habitent le lotissement, dont des femmes qui, je vous explique, c'est des femmes qui ne sont pas voilées, elles ne portent pas le voile, elles
ont quitté leur pays parce qu'elles ne voulaient pas suivre ce système. Elles vivent ici leur religion, mais avec paix, avec sérénité, avec tranquillité. Je vous explique maintenant, aujourd'hui, quand elles vont en ville, elles mettent le voile. Parce qu'elles se font incendier. C'est ça. Elles sont contraintes, quoi. Ce que oui, vous dites. moi, elles m'en parlent comme d'une contrainte. Et puis, il n'y a pas que ça. Et puis, il y a le pouvoir d'achat. C'est l'horreur. Non, mais je comprends. Alors, cela dit, ma chère Clémence, vous êtes née donc dans les années 60, 65. C'est vrai qu'à l'époque... 66, ouais. En 66, oui. C'était pas forcément mieux à l'époque. Et les gens se sont retroussés les manches et ont réussi quand même certaines choses. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que tout n'est pas foutu, quoi. Et y compris pour vos enfants. Pour vos enfants. Bien sûr. J'entends bien. Je ne dis pas que je dis pas que tout est foutu. Mais moi, je vous dis, aujourd'hui, j'ai ma gamine. Quand je lui dis, quand elle me dit, bon, il va falloir que je prenne le train, je lui dis niet. Même s'il faut que je fasse 2 heures de route, je vais la chercher. Je veux dire, c'est pas que je suis parano, c'est une. Enfin, je veux dire, faut ouvrir les yeux, faut arrêter. Puis, je vais vous dire une dernière chose pour pas vous embêter bien longtemps. Non, mais vous ne nous embêtez pas parce que vous êtes très claire et pertinente, quoi, ma chère Clémence. Ce que je veux dire, c'est quand on, c'est pas un ressenti, on nous parle de ressenti, non, c'est une réalité. La sécurité, c'est une réalité. Que l'on soit français, musulman, noir, musulman ou quoi que ce soit, je veux dire, on le sent et on le voit. Et ce qu'on aimerait bien, enfin, je vous dis, je suis énormément sur les réseaux sociaux, j'ai énormément de personnes qui me suivent. Et je vous dirai pas combien parce que je suis pas ici pour flamber. Mais mais voilà. Mais vous pouvez pas vous rendre compte. Ça explose, ça ronronne tout doucement. Je vous le dis. Emmanuel Macron, il serait bien qu'il sorte de sa bulle et qu'il arrête de considérer les gens comme des minables et se considérer comme le roi. Ça ferait plaisir à tout le monde. Qu'il y ait un vrai débat et surtout, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'il rende compte de son quinquennat. Il faut qu'il rende compte de son quinquennat, qu'il soit réélu ou pas réélu. Je m'en fiche. Non, je m'en fous. Mais il faut que ça soit mis sur la table. Ça n'est pas possible. On a l'impression que tout est joué et qu'on n'a pas mot à dire. Merci beaucoup en tout cas Clémence pour évidemment votre sentiment et une forme de réalité que vous voyez, que vous décrivez très bien. On l'évoquera d'ailleurs et je vous conseille de rester avec nous justement dans la demi-heure qui vient avec Malika Sorel qui sera avec nous, qui a écrit justement Les Dindons de la Farce sur tout ce que vous venez d'évoquer. Merci Éric Revel, donc Alexis Poulain et Elisabeth Lévy. Merci à vous.